Après l'attaque du Mali, le président malien Assimi Goïta sort du silence et envoie un message fort au peuple malien et aux Africains. Regardons la vidéo. Mes chers compatriotes, je m'adresse à vous en ce moment d'extrême gravité que traverse notre pays suite à des attaques terroristes survenues le 25 avril 2026. Ces attaques complexes, coordonnées et simultanées, ont visé les localités de Bamako, Kati, Kona, Mopti, Gao et Kidal. Grâce à la promptitude et au professionnalisme des forces armées et de sécurité, un violent coup d'arrêt a été donné aux assaillants, dont l'objectif était d'installer un climat de violence généralisée dans les localités concernées. Grâce au sang-froid des hommes engagés et au maintien de la cohérence de la chaîne de commandement, le plan funeste de l'ennemi a été déjoué avec la neutralisation d'un nombre important d'assaillants. À l'heure où je vous parle, le dispositif est renforcé, la situation est maîtrisée et les opérations de ratissage, de recherche, d'exploitation du renseignement et de sécurisation se poursuivent. Maliennes, Maliens, en ces instants de douleur collective, à sa famille, à ses proches, à ses collaborateurs et à l'ensemble des forces armées et de sécurité, j'adresse la compassion et la solidarité de la nation. Son engagement restera gravé dans la mémoire collective et son sacrifice nous oblige. Qu'Allah lui accorde sa grâce infinie. Mes chers compatriotes, ces attaques ne sont pas des faits isolés, elles s'inscrivent dans un vaste plan de déstabilisation conçu et exécuté par les groupes armés terroristes et les sponsors internes et externes qui leur fournissent du renseignement et des moyens logistiques. C'est le lieu de raffirmer la ferme volonté du Mali de maintenir le cap de sa refondation. Notre peuple a fait un choix, celui de la souveraineté et de la dignité qui symbolise la prise en main de son destin. Ce choix est l'expression d'une volonté nationale affirmée et assumée. Il a un prix et nous en sommes conscients. Bien que dur par sa nature, ce choix est le seul chemin qui vaille si nous voulons offrir à nos enfants un avenir libre, juste et prospère. Maliennes, Maliens, les épreuves que nous traversons en ces temps difficiles ne sont en réalité que des embûches sur la voie noble qui mène à la prospérité. Nous devons garder à l'esprit que c'est dans l'épreuve qu'une nation doit conforter sa cohésion et son unité. Un sursaut national est aujourd'hui indispensable et nous devons tous, comme un seul homme, nous ériger contre la division et la fracture sociale. Mes chers compatriotes,
C'est plus que jamais le moment de faire confiance à vos forces armées et de sécurité engagées dans une lutte complexe contre le terrorisme. Les opérations se poursuivront jusqu'à la neutralisation complète des groupes impliqués et le rétablissement durable de la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Je demande également à chaque citoyen, dans chaque quartier, dans chaque fraction et dans chaque village, de faire preuve de vigilance et de responsabilité, appuyer nos services en transmettant par les canaux officiels toute information utile au renseignement et à la prévention. C'est pourquoi je vous exhorte aussi à ne pas céder aux rumeurs, aux messages d'affolement ni aux manipulations. Par ces temps qui courent, la désinformation peut devenir une arme au service des terroristes. Le Mali a besoin de lucidité et non de panique. Je salue, en cette circonstance, la synergie d'action au sein de la Confédération des États du Sahel, dont la force unifiée œuvre sans relâche à la pacification de notre espace. Je tiens également à reconnaître la qualité de la coopération avec nos partenaires stratégiques, notamment la Fédération de Russie. J'ai instruit le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer l'assistance aux victimes, soutenir les familles endeuillées et accompagner les blessés. La solidarité nationale ne doit pas être un vain mot. Elle doit être un geste, une présence, un soutien concret. Aucune violence, aucune intimidation, encore moins des tentatives désespérées de déstabilisation ne sauront inverser la marche de notre pays. La refondation se poursuivra, la souveraineté se consolidera, notre peuple, debout et résilient comme jamais, triomphera de cette épreuve. Qu'Allah bénisse le Mali et protège les Maliens. Je vous remercie. Ce qui s'est passé le 25 avril 2026, l'assassinat du général de corps d'armée Sadio Camara avec sa famille, est ce qui avait été annoncé en 2022 par Alassane Ouattara. Il a dit qu'il fallait les prendre au sérieux et il donne les raisons pour lesquelles il faut prendre Sadio Camara au sérieux. C'est que celui-ci est déterminé à sortir le Mali aux côtés du président Assimi Goïta de la domination française, de la domination néocolonialiste française et occidentale. Il lui en veut parce qu'il est proche de la Fédération de Russie. Alassane Ouattara le dit. Et c'est exactement les raisons pour lesquelles le néocolonialisme français a mis pris la tête de tous ceux qui contestent son hégémonie en Afrique. Au motif que l'or du Mali doit être géré par la France, l'uranium du Niger doit être géré par la France, le pétrole, le gaz africain doivent être gérés par la France. Tous ceux qui ne sont pas d'accord avec cela sont dans la liste rouge. Il faut que nous comprenions cela. Parce que j'estime qu'une bonne part des tragédies qui nous arrivent encore viennent du fait que nous ne l'avons pas encore assez bien compris. Le président Traoré a parlé d'hiver noir. Mais qu'est-ce que c'est que l'hiver noir? Mais c'est la décapitation complète de la révolution sahélienne. C'est la destruction de ce qui fait l'espérance des Africains aujourd'hui. C'est la volonté de ramener en arrière les 3 étoiles polaires de la libération africaine, afin que les impérialistes occidentaux en général, les impérialistes américains, les néocolonialistes français reprennent pignon sur rue sur nos affaires en Afrique. Ils veulent à tout prix contrôler l'or de ce pays, le manganèse, l'uranium,
le coltan, le gaz, le pétrole. Ils veulent contrôler comme au bon temps des colonies. Et tous ceux qui ne sont pas d'accord, on les a portraitisés comme étant des haineux, des galvanisateurs du soi-disant sentiment anti-français. On en est venu jusqu'à les considérer pires que les terroristes qu'on finance pourtant, qu'on arme et qu'on médiatise dans les médias occidentaux et notamment français. Rendez-vous compte, moi, qui me tiens devant vous, je n'ai jamais posé un acte de guerre de toute ma vie sur la terre. Mais Emmanuel Macron a ordonné à 2 de ses ministres, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'Intérieur, de me traiter comme un terroriste, en gelant tous mes avoirs et tous mes biens en France. Au motif que je critique la politique néocolonialiste de la France en Afrique. C'est-à-dire que pour un travail de la pensée, un travail de la parole, un travail de la plume, Emmanuel Macron me traite comme on traite les terroristes qui ont assassiné plus de 130 Français au Bataclan le 13 novembre 2015. Emmanuel Macron m'accuse et me châtie avec 3 motifs. Atteinte à la nation française, atteinte à la sauvegarde de la population française, atteinte à la sécurité, à la défense, à la diplomatie de la France. Tout ça avec des livres, des conférences, tout cela avec de la parole et de la pensée. Il faut que vous compreniez à quel point ces gens-là sont haineux, barbares et méchants. Si un intellectuel est traité comme un terroriste parce qu'il conteste l'occupation militaire de son continent natal, parce qu'il conteste l'exploitation et l'escroquerie monétaire du franc CFA, parce qu'il conteste et qu'il critique l'ingérence de la France dans le choix des dirigeants africains, s'il est traité comme cela parce qu'il conteste la répression culturelle contre l'Afrique à travers les idéologies démocratiques, droits de l'homiste et bonnes gouvernementalistes, si on le considère comme un criminel, parce qu'il a des pensées qui libèrent les siens du joug multiséculaire du racisme, du colonialisme, du néocolonialisme et de l'impérialisme, imaginez alors comment ils traitent, comment ils veulent traiter, comment ils ont traité et comment ils comptent traiter ceux qui portent des armes pour défendre leur pays, comme les présidents Goïta, Traoré Tiani ou leurs compagnons, et on vient de voir le cas du général de corps d'armée Sadio Kamara. Depuis quelques heures, on observe un bal d'hypocrisie innommable venant de puissances africaines, de puissances occidentales qui prétendent présenter tout naturellement leurs condoléances au grand peuple africain du Mali et à ses autorités à la tête desquelles son Excellence, le président de la transition de la République du Mali, le général d'armée Assimi Goïta, à qui je présente comme à toutes les forces armées maliennes mes profondes condoléances de fils adoptif du Mali, de philosophes engagés pour l'émancipation africaine dans une perspective panafricaniste. Ceux-là même qui sont les parrains de l'agression qui a coûté la vie au général de corps d'armée Sadio Kamara et ses compagnons vont maintenant s'empresser à nous servir des salam alek, des alhamdoulilah du bout des lèvres, dans un pharisaïsme ténébreux, démoniaque, qui ne peut prospérer que dans le silence des justes et des véridiques que nous nous efforçons d'être. Le général de corps d'armée Sadio Kamara, qui vient de mourir à Kati où il est né, c'était un officier, un soldat de mérite, avec un parcours élogieux dans les meilleurs corps d'armée de la République du Mali. C'est l'un des artisans de la prise de conscience de l'armée malienne au cœur du peuple malien, confronté au terrorisme, prise de conscience qui a conduit à la révolution du Mali Koura, celle qui a consisté à désormais combattre le terrorisme sans s'appuyer sur les puissances occidentales qui ont implanté le terrorisme en Afrique, notamment à travers le saccage des pulses, la révolution du Mali Koura, et qui ont ainsi inspiré le Burkina Faso et le Niger de déloger les troupes néocolonialistes françaises, impérialistes occidentales de leur sol, d'engager une véritable lutte antiterroriste à partir de l'adhésion populaire et des alliances du monde multipolaire. Formé dans les meilleures écoles militaires de son pays, ayant complété sa formation en Occident et en Fédération de Russie, le général de corps d'armée Sadio Kamara, profil élancé, turban au cou, était aimé de la troupe.
aimé des Maliens, aimé des Africaines et des Africains qui le pleurent du fond du cœur, qui a consenti jusqu'au sacrifice suprême pour son pays, le Mali, pour notre patrie africaine qui depuis 600 ans est la proie de la voracité criminelle de l'Occident et du Moyen-Orient et de la lâcheté de ses propres enfants, les nègres de maison, les mayottes capétia, les valets de la France-Afrique, les individus reptiliens et rampants qui vont tenter d'esquisser des communiqués de condoléances à l'adresse du Mali alors qu'ils sont les véritables coupables de la tragédie malienne, sahélienne et africaine. Sadio a fait un travail phénoménal à 47 ans. Il a fait un travail extraordinaire et j'avais l'habitude de le dire moi-même que Sadio soit une source d'inspiration pour les autres ministres. Tellement il a fait pour le pays, tellement il a rendu l'homme noir fier. Et c'est parce que Sadio était cet homme-là. C'était une équipe. Mais chaque équipe, il y a un rôle à jouer. C'est le moteur. Le moteur, il y a le radiateur. Il y a les bougies. Il y a, comment on appelle ça? Il y a les filtres à huile, filtres ceci, filtres cela, filtres à air. Donc, il y a chaque compartiment et chaque compartiment joue son rôle. C'est comme ça que fonctionnent les gouvernements chez nous, ici, dans le Sahel. Les autres, je ne sais pas comment ils font, puisque je n'ai jamais cherché à savoir. Donc, Sadio avait un rôle clé. L'architecture qu'il a construite a permis aujourd'hui, et au Burkina et au Niger, de ne jamais faire confiance à quelqu'un, mais de dire nous sommes les seuls à tracer les lignes de notre destin. C'est là où ils ont tout faux. Ceux qui ont cru, ce qui me fait mal, ce n'est pas tant qu'il y a ceci, parce que nous tous, on va mourir. Mais il y a beaucoup d'informations que je vais donner et beaucoup d'informations que je vais retenir. Il y a des informations que je ne donnerai pas parce que il faut laisser les enquêteurs faire leur travail, puisqu'il y a beaucoup de terroristes qui ont été arrêtés. Il y a des centaines qui ont été neutralisés, beaucoup ont été arrêtés. Ils vont parler. Ils vont parler. J'ai un de mes petits beaux qui disait qu'il allait à l'hôpital. Et dit c'était inimaginable la scène qu'il a vue. C'était hier matin. Il dit c'était inimaginable, la scène était inimaginable. Ce qu'il a vu, les blessés, les morts qu'on transportait à l'hôpital. Mais ça, on va laisser tomber d'abord. On va aller avec le deuxième communiqué de l'État du Mali. J'invite tout le monde. Vous voulez vous informer? Inscrivez-vous peut-être, je fais une publicité, mais ça en vaut la peine, pour sur ORTN. Maintenant, quand vous allez écouter les informations sur la chaîne nationale, la chaîne d'État, et puis nous qui parlons, ça vous permet de balancer et de savoir si vous êtes dans le vrai ou dans le faux. Mais si vous n'allez pas vous abonner ou vous ne recevez pas des notifications ou vous n'avez pas, par exemple, les informations de l'ORTN, les gens vont vous raconter des conneries et vous allez croire à ça. Comme ces idiots, je le dis parce que c'est un idiot. Celui qui a cru qu'il connaît le destin, et puis on va décortiquer, ne vous en faites pas, mais ne venez pas nous dire ce qui n'est pas vrai.